vous raconter une histoire qui a trait à une demande d'une institution qui s'occupe des politiques publiques en direction de l'enfance et de la famille en France, qui est une branche de la Sécu, si on peut dire, hein, qui est la Caisse nationale des allocations familiales. Alors cette maison est intéressante, elle l'a été pour moi tout au long de ma carrière, parce que moi je ne viens pas de rentrer, mais en revanche je vais bientôt sortir, dans 2 ans d'ailleurs, c'est écrit. Cette institution, dès le début des années 80, moi, m'a permis de faire de la recherche sur un ensemble de thématiques qui avaient trait au changement dans la sphère privée, dans la vie familiale, et au fond un changement qui posait des problèmes aux décideurs publics. Donc on m'a adressé une demande en disant voilà, il y a quelque chose qui émerge, et peut-être même un tournant, voire même un nouveau pilier de l'action publique en direction des ménages, par rapport à ce que nous avions coutume de faire dans cette branche de la Sécu qui était la branche famille, délivrer des prestations monétaires, les allocs, hein, différents types d'allocs, toute une panoplie d'allocs, et puis délivrer des services. Ce que nous avons de nouveau, c'était une des questions posées, c'est le fait qu'on voudrait organiser toute une série de mesures en direction des parents, pour soutenir les parents, disait-il, et avec un vocable qui est apparu à peu près au même moment dans pas mal de pays européens et non européens, qu'on a appelé le soutien aux parents, le parenting support, dans les pays anglo. Et cette nouvelle orientation qui vise à soutenir les parents pour réaliser leur travail de socialisation rappelle évidemment toutes sortes de choses qui ont préexisté, qui existent au moins d'ailleurs depuis la Seconde Guerre, voire même depuis les années 30 et peut-être même la première, où on a ciblé au fond les parents et surtout les parents qui ne faisaient pas correctement le boulot, c'est-à-dire qui éduquaient, qui socialisaient d'une façon inappropriée. Donc il y a quelque chose comme une énigme là, pourquoi est-ce que ça se réveille dans le début des années 2000 alors que c'était déjà au fond une fonction qui existait dans le passé. Donc on a des nouveaux mots pour le dire, on semble avoir une nouvelle politique, on pense qu'il y a même un changement de cap de la politique de la famille qui ajoute un pilier supplémentaire à ce qu'il faisait précédemment. Et donc le directeur de la CNAF et son conseil d'administration me demandent d'organiser un groupe de travail pour réfléchir à ce qui se trame derrière cette politique dite nouvelle, en tous les cas à charge de démontrer qu'elle l'est ou qu'elle ne l'est pas. Donc j'organise ce groupe et il me dit vous êtes absolument libre pour travailler, choisissez les personnes avec lesquelles vous voulez travailler et surtout faites-nous un peu un état de l'art, un état de la question sur les thèmes qui vous semblent prioritaires, mais faites ça vite parce qu'on n'a pas que ça à faire et donc vous avez une année pour organiser ce groupe, vous réunir, etc. Donc on a fait ça. J'ai constitué un groupe alors, en essayant de répondre à plusieurs niveaux d'exigence. J'avais très envie, évidemment, d'impliquer des collègues avec lesquels j'étais déjà en lien depuis de nombreuses années au plan européen, mais il fallait résoudre aussi une autre équation dans 1 an, de se réunir, de les amener et surtout d'écrire ensemble et d'avoir une écriture le plus collective possible dans un délai si bref. Donc j'ai écarté au fond ceux qui n'étaient pas francophones et j'ai impliqué seulement, j'oserais dire, Belges, Suisses, à un groupe que vous avez là sous les yeux. Il fallait résoudre une autre équation, c'était qu'il y ait du pluridisciplinaire, donc trouver à la fois sociologue, spécialiste de sciences de l'éducation, psychologue, voire psychologue dans l'espèce de Balkan que représente cette discipline entre les comportementalistes, les psychanalystes, ceux qui étaient... bref, il fallait choisir quelqu'un qui travaille précisément sur la psychologie de l'enfant, la psycho du développement, et puis... qui d'autre? Oui, le collègue flamand en réalité, heureusement francophone en plus, de l'université de Ghent, et dans une discipline qui n'existe pas pour nous, qui s'appelle la pédagogie familiale, la family pédagogie. Ça, c'était un peu une énigme pour moi, mais en tous les cas, lui, je connais bien ses travaux, et au fond, quelle que soit l'appartenance disciplinaire, ça n'avait guère d'importance. Pour moi, il était au moins aussi sociologue que psychologue, et sans doute aussi très intéressant pour les critiques qu'il formule à l'égard de ces dispositifs. Donc voilà le groupe, vous l'avez sous les yeux.
Et puis nous avons rendu donc un rapport, alors qui est là, qui est un rapport produit à la documentation française. Alors l'avantage, c'est évidemment de travailler avec un éditeur qui n'en est pas tout à fait un, c'est-à-dire au fond, il publie les rapports sans véritablement porter regard. Le travail éditorial, il a été fait au fond par moi et par ce groupe. Ce que nous avons fait, c'est que nous nous sommes réunis pendant un an à un rythme aussi soutenu que nous pouvions. Nous avons identifié les thèmes et les priorités sur lesquels on estimait qu'il fallait faire, au fond, un état de l'art. Et puis, on a organisé un système d'écriture collective qui était une première plume, puis une seconde plume. Et puis moi qui faisais le travail éditorial de l'ensemble, c'est-à-dire je reprenais le tout au fur et à mesure qu'il était produit. On se présentait nos travaux intermédiaires par mail, et puis surtout, on se réunissait pour évidemment stabiliser à la fois la taille et les fils rouges que nous avions envie de défendre. Donc j'avais dit, c'est une écriture qui est presque une écriture collective. On n'a pas signé des chapitres, même s'il y a bien sûr des auteurs qui ont joué un rôle plus important dans la réalisation de tel ou tel de ces chapitres. Alors vous voyez que c'est organisé en trois parties. Il y en a une première qui est vraiment sur la question même de l'émergence de cette politique de soutien à la parentalité, quels sont ses objectifs, pourquoi c'est apparu, quels en sont les acteurs, quelle en est la gouvernance, ou en tous les cas quel est le système de gouvernement de ces dispositifs. Et puis on a là-dedans identifié aussi une occasion de faire un point sur ce qu'étaient les enquêtes qu'on adressait aux parents. C'est-à-dire on n'a pas seulement analysé la politique telle qu'elle s'élabore, mais aussi essayer d'aller voir ce que la CNAF avait comme données pour essayer d'appréhender ce qu'était pour les parents enquêtés, qui étaient tous des allocataires des caisses, donc une enquête quantitative assez extensive sur un grand nombre d'allocataires, dans lequel on présente les besoins et les attentes des parents à l'égard de ce soutien des pouvoirs publics. Est-ce qu'au fond, ils attendent quelque chose des pouvoirs publics? Et si oui, quoi? Principalement, plutôt que de savoir ce que les pouvoirs publics ont envie de faire en direction de ces parents. La deuxième partie, elle est vraiment centrée sur à la fois les professionnels et un peu les références auxquelles font appel les professionnels, les référentiels, disons, pour utiliser un bien gros mot, dans leurs interventions. Donc on a d'abord fait une sorte de panorama des savoirs d'appui des professionnels intervenant en direction de l'enfance et des parents. Ce sont évidemment principalement des savoirs issus de la psycho. Non seulement de la psycho du développement, mais de beaucoup d'autres segments de cette discipline qui s'intéressent centralement à l'enfance. Alors moi, ça m'a ramené à ma jeunesse parce que, en fait, j'ai commencé, moi, par faire de la psycho. J'ai d'abord été psychologue du développement, psycho de l'enfant, donc j'ai beaucoup été nourri dans les années 70 et 80, enfin surtout 70, à vrai dire, parce que j'ai mis 8 ans dans les années 70 à réaliser que je ne serais jamais psychologue. Ça m'a pris du temps, parce que j'ai été jusqu'au 3e cycle, pour voir que, au fond, ça ne m'intéressait pas tant que ça. Mais j'ai tout de même fait le job, hein, puisque j'étais jusqu'au Canada pour essayer de terminer une thèse là-bas. Mais rebelle comme j'étais, après avoir changé 8 fois de directeur de thèse, j'ai finalement abandonné cette thèse. Donc, évolution des savoirs qui sont évidemment tout à fait précieux à identifier pour comprendre à quoi font appel les professionnels de l'enfance et de la famille, qu'ils soient éducateurs, assistants sociaux, qu'ils soient infirmiers, qu'ils soient dans la PMI, dans le secteur médico-social, dans les caisses ou dans l'action sociale départementale. Tous ces professionnels font invariablement appel à ces savoirs qui sont comme des boîtes à outils, mais aussi éventuellement d'ailleurs des sortes de doxa, c'est-à-dire il y a quelque chose d'un peu ambivalent dans les usages qu'ils font de ces fameux savoirs. Et puis surtout, ils ont évolué entre ce qui était justement la dominante et de l'influence de la psychanalyse. Le cas français étant intéressant parce qu'on est pratiquement un des seuls pays, à charge de preuve, à faire un tel usage dans le secteur de l'enfance et de la famille à la psychanalyse. Au fond, l'influence de la psychanalyse est bien moindre dans beaucoup d'autres endroits du monde, y compris d'ailleurs dans le monde anglo, mais pas seulement, même au Québec par exemple, l'influence de la psychanalyse est finalement relativement confinée, alors qu'elle constitue vraiment un périmètre très important de ce que sont les références des professionnels.
Et puis on a essayé évidemment de faire un travail aussi sur le positionnement de ces professionnels. D'ailleurs, qu'est-ce que l'on sait du travail d'accompagnement que réalisent les professionnels dans ce secteur? La troisième partie, ça porte sur les rôles, sur les normes et sur, au fond, un ensemble de questions qui nous sont apparues comme relativement sous-investies. Donc la première, c'est ce qu'on a appelé engagement ou investissement des parents pour quel bien-être des enfants. Au fond, c'est une énigme qui a lieu en France par rapport à beaucoup d'autres pays. Et cette énigme, elle a trait à un déséquilibre entre le niveau d'investissement public, d'argent public, dans des politiques en direction de l'enfance, via l'éducation, via la santé, via la politique de la famille, un investissement qui est plutôt dans les plus élevés des comparaisons internationales. Nous investissons beaucoup dans ces politiques publiques, et un niveau de bien-être tel que les enquêtes, en tous les cas à notre disposition, le montrent, qui est plutôt du mauvais côté de la moyenne, voire même, dans un certain nombre de cas, qui nous place dans une position très critique dans les comparaisons internationales, quand on veut mesurer surtout le bien-être subjectif des enfants et des ados, ceux qu'on interroge de façon régulière dans les comparaisons internationales. Donc on a au fond beaucoup d'investissement social et assez peu de résultats au regard de ce qu'on pourrait attendre à trouver. Mais on ne sait pas pourquoi, au fond, ce niveau de bien-être mesuré par des auto-évaluations par des jeunes de leur degré de bien-être est si bas en France. Est-ce que c'est culturel? Est-ce que nous serions le pays qui a toujours tendance à voir le verre à moitié vide? Donc quand on nous demande si on se sent bien, en France on dit invariablement plutôt non. Et là où il y a des pays où on a plutôt tendance à dire assez systématiquement plutôt oui. Et ça, peut-être que c'est l'explication, à moins que les questions soient mal traduites, à moins qu'elles recouvrent des choses différentes selon les pays et les cultures, à moins que, on n'en sait rien, et c'est ce qu'il va falloir éprouver. Et parmi les impensés qu'on a trouvés sous-évalués et sous-utilisés dans la littérature disponible, il y en a deux qui nous sont apparus comme particulièrement dommageables. C'est les impensés sur la perspective du genre appliquée à ces travaux sur l'accompagnement éducatif et de soins des parents. Au fond, on parle des parents, et déjà là, on fait évidemment une assez belle ellipse, c'est-à-dire qu'on sait parfaitement tous, invariablement, que les parents, ce sont des pères et des mères, et qu'ils ne font pas la même chose, et que même ils ne sont pas sommés de faire la même chose, et que bien entendu, parler de parents, c'est éviter de parler de ce qui pourrait fâcher, c'est-à-dire la part de l'un et la part de l'autre. Donc il y a quelque chose de faux, déjà, dans l'idée qu'on peut parler des parents sans tenir compte au moins de cette donnée du genre. Alors, du côté des parents, mais du côté également des enfants. Donc là, il y a comme une espèce d'impensé qui est sous-traité. Il existe des travaux, mais ils ne sont pas aussi importants qu'on pourrait estimer nécessaires. Et puis l'autre aspect, c'est évidemment la perspective de l'interculturel, puisque parler de normes parentales ou des bonnes conduites ou des bons résultats, c'est sous-estimer évidemment l'incroyable diversité de ce à quoi font appel les parents selon leur propre trajectoire migratoire, selon leur propre appartenance culturelle, selon leur propre même appartenance sociale, puisque bien entendu derrière l'interculturel on pourrait presque évoquer aussi l'interclasse. Donc voilà. Ça, c'est pour vous parler du bouquin tel qu'il a été fabriqué. Et puis, je vais essayer de vous donner quelques éléments sur ce qui a constitué des fils rouges que l'on a utilisés, mais qui situent ce rapport dans un ensemble de travaux. Avant qu'il y ait ce rapport, il y a eu un programme ANR international, le programme AURA, Open Research Area in Social Sciences de l'Union, pas de l'Union européenne précisément, non, de ces différentes agences nationales de recherche européennes qui ont passé un pacte pour financer ensemble des projets uniques portés par des chercheurs dans ces différents pays. À l'époque, il y avait 4 agences qui s'étaient mises d'accord, la française, hollandaise, anglaise, enfin UK et allemande.
Et donc, on a déposé, des collègues de chacun de ces pays, un même projet dans chacune de nos agences, dans ce programme Aura, et nous avons eu de la chance de l'obtenir et de pouvoir travailler 3 ans. Donc, il y a eu, avant ce rapport, un certain nombre de choses. Et parmi les choses qu'on se posait, il y avait cette question de l'internationalisation de ce soutien à la parentalité. Pourquoi diable, au même moment, se déclenche comme ça dans plusieurs pays, et là on était sur nos 4 pays, mais on avait bien conscience qu'en élargissant le périmètre d'analyse, on aurait réalisé que ça se passait en même temps dans beaucoup d'autres, y compris en Amérique du Nord, y compris en Australie, y compris en Nouvelle-Zélande. Enfin, il y avait là, au fond, une question émergente qui était portée sans doute par des organisations internationales en partie. Une des raisons de l'intérêt qu'on portait à cela, c'était bien sûr le fait qu'on avait des nouveaux mots pour en parler. Parce que ces nouveaux mots, ce sont de vrais néologismes qui sont apparus au même moment. On ne disait pas parenting en anglais, parce qu'on avait déjà un lexique disponible. On pouvait parler de parenthood, on pouvait parler de kinship, on avait d'autres mots pour dire ce que l'on veut évoquer. Et il a fallu inventer, au fond, un substantif qu'on a tiré d'un verbe. Au fond, le parenting, c'est comme de dire parenter, ER, je parente, tu parentes, nous parentons, le parentage. Voilà, c'est ça qu'on veut dire. Au fond, c'est une question qui ne se pose plus en termes de qui est le parent, mais que fait le parent. Au fond, ce qui nous intéresse en inventant ce néologisme, et pour la parentalité, c'est un peu la même chose, on s'intéresse à ce que font les parents. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'avais utilisé même dans un chapitre cette expression « mais que font les parents ?» au sens vraiment où la question qui est posée, c'est qu'est-ce qu'ils font, bon Dieu, pour que ça se passe aussi mal. À certains égards, c'est ça la question qui est posée. Donc ces néologismes, ils sont apparus dans un contexte où on a vu plusieurs choses en fond s'emboîter, des triggers et des drivers, des triggers au sens de déclencheurs. Et parmi les déclencheurs, il y a le fait de parler des parents parce qu'il faut nommer les parents qui ne sont plus, comme on avait coutume de les nommer, seulement les parents qui ont conçu l'enfant. Donc ça n'est pas seulement un problème de parenté, c'est un problème de diversification des acteurs qui sont susceptibles d'occuper la place du parent. D'où l'expression d'ailleurs de parentalité qui est apparue d'abord pour parler de parents qui ne sont pas dans la situation ordinaire qui dominait l'après-guerre et qui constituait le couple de papa, maman, mariés ensemble, éduquant les enfants qu'ils ont conçus ensemble dans un même ménage. Ça, c'était, j'ai envie de dire, c'était fastoche de nommer le parent dans un contexte où, au fond, c'était cela. Donc on a commencé à parler de parentalité pour parler de la monoparentalité, puis plus tard de la beau-parentalité, puis éventuellement de la grand-parentalité, et maintenant de la pluriparentalité, et de l'homoparentalité, enfin, etc. Donc on parle de ces parents qui font le job, mais qui ne sont pas nécessairement les géniteurs. Les parents adoptifs étant les adoptoparentalités, on pourrait dire. C'est-à-dire des parents qui sont presque soumis, plus que les parents légitimes par le sang, si on peut dire, à prouver qu'ils sont de bons parents. Ils sont presque des super parents, parce qu'eux, ils doivent démontrer qu'ils sont bons, avant même d'envisager de pouvoir accueillir. Donc il y a là quelque chose sur comment nommer le parent dans un contexte comme celui-là. Il y a bien sûr aussi cette histoire de la neutralisation, avec un versant qui pourrait être vertueux. Parler des parents sans le genre, ce serait presque une défense consistant à dire qu'un père au fond, pourrait être une mère comme une autre, ou réciproquement. Ce serait de considérer que le chemin vers lequel nous tendons, c'est celui de la neutralisation, de la spécificité des rôles respectifs, selon le sexe, des pères et des mères. Donc on pourrait dire parler des parents, c'est travailler pour l'égalité des rôles dans ce domaine. La réalité est probablement un peu moins ambitieuse que ça. Je pense qu'elle a plus à voir avec une sorte de pudeur, comme je disais tout à l'heure, ou même d'hypocrisie. Ne pas dire qu'en réalité, ce ne sont pas tous les parents dont on parle. D'ailleurs, si j'avais le temps, je vous montrerai que ceux qui fréquentent les dispositifs de soutien à la parentalité sont presque toujours
des mères. Et c'est là où on retrouve d'ailleurs une histoire longue, puisque s'il y a eu un parent plus cornaqué que les autres en matière de normes et de bonne conduite, ce sont les mères, principalement. C'est elles qu'il a fallu suivre. L'autre chose qui est arrivée en même temps, c'est l'idée qu'il fallait responsabiliser les parents. Et responsabiliser les parents pour prévenir des risques, et pour prévenir un certain nombre de risques qui, évidemment, apparaissent quelques années plus tard, par défaut de socialisation. Et tout ce qui est le contexte dans lequel ces nouveaux mots sont apparus, c'est aussi un discours d'ordre public, puisqu'on a parlé d'autant plus de ce rôle des parents que l'on s'est intéressé à ce qui constitue un des problèmes sur le haut de l'agenda, qui était la montée de la délinquance, la montée des incivilités, le comportement épouvantable d'un certain nombre de jeunes, voire même de très jeunes, voire même d'ados, avec les mesures relativement punitives qui étaient envisagées pour sanctionner les parents qui n'avaient pas fait le boulot, par exemple en envoyant leurs enfants à l'école. Avec les couvre-feux pour les mineurs, enfin j'en passe et des meilleurs, on a connu tout ça il n'y a pas si longtemps, et c'est peut-être encore devant nous. Alors là où on a des problèmes avec l'histoire, hein, c'est que c'est pas nouveau. Et même on pourrait dire, dans les précédents, ce qui apparaît, c'est que c'est arrivé dans un contexte. Alors, il ne faut pas faire. Les sociologues font toujours des raccourcis avec le travail précis que font les historiens, mais c'est vrai qu'on ne peut pas, en tant que citoyen au moins, peut-être en tant que sociologue, ne pas faire d'analogie entre les années 30 et aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est dans les années 30 que la question de l'accompagnement des parents avec l'école des parents est apparue pour la première fois. C'est une création vraiment de 1930 et dans un contexte où, au fond, la Troisième République est tellement invasive dans la sphère privée sur le rôle des parents, en particulier sur une thématique qui les concerne, pour certains d'entre eux, en tout cas ceux qui sont dans ces mouvements catholiques, qui travaillent avec des psychanalystes, avec des pédagogues, etc. C'est la question de l'initiation et de la formation à la sexualité de ces adolescents. Là, ces parents vont dire et mettre un holà à cette intrusion des hussards de la République qui veulent s'occuper de ce qui ne les regarde pas. Donc des parents disent « nous, ça, c'est notre rôle ». Et l'école des parents est née d'abord comme ça. Au fond, ce sont des parents qui veulent se former mutuellement à la spécificité de leur rôle et au fond pour créer un contre-feu sur cette intrusion très républicaine consistant à dire, ben voilà, l'éducation, ça comprend plusieurs volets. Il n'y a pas seulement ce que fait l'école au sens, au fond, de l'apprentissage des savoirs, il y a aussi de l'éducation morale et il y a éventuellement de l'éducation qui empiète à certains égards sur le rôle des parents. Donc là, il y a quelque chose qui a lieu à cette époque. Et il faut se souvenir qu'en plus, l'acte de naissance de l'école des parents, qui existe toujours, et qui s'est débarrassé de tous les sédiments et les relents un peu vichistes de cette affaire, c'est que la créatrice, l'intellectuelle organique de l'école des parents des années 30, Madame Vérine, c'est aussi celle qui a écrit le chapitre dans l'ouvrage France 1941, un bilan, un programme, qui n'est autre que le programme de Vichy. Donc c'est elle qui fait le chapitre sur la famille. Hein, et on voit bien évidemment qu'elle est toute gorgée de ce conservatisme, comme disait Pétain, tant que la famille va, tout peut être sauvé. Donc on voit qu'elle avait tout un programme à soutenir. Après-guerre, heureusement, ça a bougé. Alors, l'autre chose qui nous embarrasse quand on parle du côté nouveau de ces néologismes, c'est le fait que le conseil aux parents et le suivi des normes parentales est quelque chose qui a aussi été constitué comme un marché depuis très 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 longtemps. Hein. Il y a un bouquin formidable que j'ai découvert au passage, qui malheureusement n'est pas traduit, d'une américaine qui s'intitule Raising America, mais son bouquin de 2003 est un livre parmi des dizaines de bouquins qui sont disponibles aux États-Unis pour raconter l'histoire des méthodes éducatives, au fond, hein, et des savoirs d'appui sur ces méthodes éducatives. Alors, elle le fait en historienne, c'est extrêmement bien documenté, et on passe au travers, en effet, de ceux qui ont été influents dans ce domaine, en passant par Benjamin Spock. Alors moi, je suis de la génération où on a pu subir, évidemment,
les effets de Spock dans les pratiques éducatives, encore que bon, ça n'allait pas jusqu'aux milieux sociaux dans lesquels j'ai grandi, mais tout de même, hein, c'est 750 000 exemplaires vendus en 1946, l'année de la publication. Vous voyez, là, c'est pas le même marché que le nôtre. Hein. Donc, et puis on pourrait parler de Brazelton, de Rosemont, et puis Laurence Pernoud, formidable Laurence Pernoud. Il n'y a pas une femme qui a eu des enfants dans cette salle, probablement, qui n'ait pas eu son Laurence Pernoud. Une de ses multiples éditions. Et des hommes. Il y a même des hommes qui lisent Laurence Pernoud. Donc vraiment, là, c'est accablant. Il faut réagir. Il faut réagir. Elle est morte en 2009, mais je crois que les droits sont encore à la succession et ça continue de tourner. Hein. Laurence Pernoud à sa pénultième édition. Alors, il y a une autre manière, évidemment, de se poser la question du nouveau. Hein. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est un revival? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'au fond, on est dans une période de réactivation des problèmes auxquels on avait affaire? Non, on est dans quelque chose de différent. En revanche, incontestablement, on est dans une période où les relations qu'entretiennent l'État, les pouvoirs publics, les décideurs publics et la question de la part des parents, le rôle des parents, la fonction parentale, etc., connaît une certaine actualité, et en particulier parce que, moi je préfère parler de conditions parentales, la condition parentale est problématique, c'est-à-dire au fond, on est dans un moment où les parents sont confrontés à toute une série de difficultés ou de pressions qui sont liées à une transformation qui relie effectivement évolution du marché du travail, principalement, conditions d'emploi, statut d'emploi, horaire de travail, déplacement et fonction parentale. Au fond, c'est ça qui constitue une partie du problème. S'il y a un déclencheur, on pourrait dire, et non pas un driver, mais un déclencheur de cela, c'est le fait qu'on est obligé d'admettre que pour exercer son travail parental, on le fait dans un contexte qui a considérablement bougé par rapport à ce qu'il pouvait être, au moins pour la période de ces fameuses 30 glorieuses qui n'avaient évidemment pas tout de glorieux. Décolonisation, inégalité des rôles des sexes, mauvaise division du travail, etc. Mais le contexte, c'est plus de chômage, plus de précarité des emplois, moins de sécurité de cette stabilité d'emploi, de nouveaux horaires de travail, des craintes de déclassement, et au fond, des parents qui, à la fois, ont une conscience de ce qu'il faudrait faire, beaucoup augmentée par la généralisation de ce marché du conseil. Les parents savent ce qu'il faut faire tellement ils en sont inondés de conseils. Ils n'ont que ça. Ils n'ont qu'à se pencher, non plus sur des bouquins, mais d'aller sur le net, sur les blogs, etc. Vous avez du conseil parental qui est tentaculaire. Donc ils sont surinformés et en même temps, ils ont une conscience de ce qu'ils ne pourront pas faire, qu'ils n'ont pas les moyens de faire. À commencer par avoir le temps qu'il faut pour faire correctement le travail. Être disponible, prendre des vacances, partager les repas, être à l'heure pour le sortir à la sortie de l'école, accompagner les devoirs, enfin, j'en passe et des meilleurs. Donc là, les parents savent que pour idéalement faire correctement le boulot, il faudrait faire ceci et cela. Sachant que pour beaucoup, évidemment, ils n'ont pas nécessairement les conditions pour le réaliser, ni même les conditions de la division classique du travail qui consistait à dire monsieur gagne-pain va s'occuper de ça, et puis madame au foyer va faire tout le reste. Mais sauf que c'est plus du tout le monde dans lequel nous sommes. Donc il y a là quelque chose qui a vraiment beaucoup changé. Et puis nous avons un contexte dans lequel la question des transitions d'âge est considérablement modifiée par rapport à ce qu'elle était. Je pense évidemment à l'invention de la jeunesse et au fait qu'on a quand même un petit empattement d'une quinzaine d'années qui avant s'appelait l'entrée dans l'âge adulte après l'adolescence. On revenait du service militaire, on faisait vite fait une formation, on fréquentait une fille au bal, on la rencontrait et puis évidemment il fallait qu'il se marie le plus vite possible pour éviter qu'ils aient un polichinelle dans le tiroir. Et donc, voilà comment on entrait dans l'âge adulte. On avait un premier boulot, on avait fondé une famille, on avait accédé à un logement indépendant, et c'était l'âge adulte. Donc là, on a quelque chose qui se passe avec une transition très délicate, et évidemment, un travail qui est considérablement plus compliqué pour les parents, puisqu'ils doivent prolonger
ce travail de socialisation et de soutien beaucoup plus longtemps. Alors, ce qu'on a fait, moi j'ai pas des frises aussi formidables que celles de Gilda, mais ça c'est une frise extrêmement simplifiée, assez mal foutue, mais qui vous donne une toute petite idée dans une seule diapo de ce qu'on a fait pour 4 pays à un moment donné, c'est-à-dire d'essayer de repérer à la fois des institutions, des rapports nationaux qui ont été effectués pour documenter une question, et puis un certain nombre de rapports internationaux qui ont pu jouer un rôle pour fabriquer un peu, j'ai envie de dire, cet ensemble d'idées. Ce qui manque ici, ce sont les acteurs, et évidemment, quand j'ai fait ce truc, en fait, c'était une frise 5 pays, parce qu'on a ajouté la Suède, qui occupait une 50aine de pages. Bon, donc là, vous avez le bout français, qui évidemment était lui aussi beaucoup plus long. Enfin, ça donne une idée d'un peu de la façon dont on travaille. Est-ce qu'il y a des choses qui ont contribué à faire que se jouent ces transitions et ces nouvelles manières de poser les problèmes? Donc là, j'ai noté par exemple le rapport Bianco-Lamy. Alors pour ceux qui sont des spécialistes du médico-social, de l'aide sociale à l'enfance, etc., c'est un rapport qui a été produit par il est devenu ministre, Bianco, et Lamy est devenu, comme chacun sait, à l'OMC, une des grandes figures. Ils sont tous les deux d'ailleurs socialistes, et ils ont fait en 1980 un rapport qu'on appelait de rationalisation de choix budgétaires, un rapport RCB, comme on disait dans notre jargon de l'époque, sur l'aide sociale à l'enfance. Et dans ce rapport, il nous montre que, d'une certaine façon, on peut, avec une seule pierre, réaliser ou attraper 2 oiseaux. Le premier, c'est qu'on avait une politique qui consistait, en matière de protection de l'enfance, eu tendance à retirer les enfants des ménages à problème, justement pour les protéger. Et on a du coup fabriqué, en partie massivement, après-guerre surtout, un ensemble d'institutions d'accueil de ces enfants, de l'enfance inadaptée à l'enfance déficiente, à l'enfance handicapée, soit sur le mode psychique ou autre. Cette réponse institutionnelle s'est révélée avoir aussi des travers et des limites, bien entendu. Non seulement elle était très coûteuse, mais en plus elle pouvait générer au fond des formes de mal-être qui étaient précisément liées à cette institutionnalisation de l'enfance protégée. Et on a commencé à donc définir une politique visant à accompagner les parents, y compris jugés problématiques, voire dangereux, les accompagner par des services pour que le lien enfant avec ses parents soit maintenu. Donc une réponse qui est au fond un peu un précurseur de l'idée qu'il faut investir dans l'accompagnement des parents dans leur travail éducatif et de soins, sous un angle qui vise en même temps à éviter des formes d'institutionnalisation excessive, de formes d'hospitalisme, comme on disait avec Spitz, toujours après-guerre, et en même temps, évidemment, de préserver les deniers publics, parce que c'est beaucoup moins coûteux que de prendre en charge dans des murs ces enfants. Donc ça, c'est un rapport. On a évidemment la création de l'Institut de l'enfance et de la famille, qui a été un moment aussi que j'ai participé à ce truc-là, parce que c'est à peine créé, cet institut m'avait demandé de remettre un rapport justement sur ces questions de responsabilité parentale. Vous voyez que c'est une très vieille, au fond, histoire qui est là-dedans. Ensuite, il y a évidemment la Convention internationale des droits de l'enfant, parce que là, c'est un des formidables leviers à l'échelle internationale, qui va non seulement veiller à ce que des droits propres soient reconnus pour les enfants, mais bien au-delà, de faire en sorte de veiller à ce que les parents exercent, au fond, en respect de cette autonomie de l'enfant comme adulte en devenir, son travail parental. Donc il y a là vraiment des leviers. Bon, je vous passe sur les autres, mais 98 est un moment important parce qu'on va avoir coup sur coup à la fois toute une série de rapports qui sont remis, le rapport Gillot, le rapport précisément sur la responsabilité et le soutien des parents en 98, en 99, et puis une conférence de la famille qui est un dispositif qui existait tous les ans, une conférence qui permettait de réunir les partenaires sociaux, les associations familiales et le gouvernement pour conseiller les parents. Donc là, je suis sûrement trop long.
Donc voilà, le deuxième turning point, le deuxième tournant, c'est 2010. On va créer une institution en France qu'on va appeler le Conseil national de soutien à la parentalité, une nouvelle institution qui va d'abord impliquer tous les partenaires de cette vaste opération. Ils sont extrêmement nombreux. Ils vont mettre beaucoup de temps à se mettre d'accord sur ce qu'est le soutien à la parentalité. Ça va être l'objet de leur travail pendant pratiquement 2 ans. Et puis, une fois qu'ils auront eu leurs éléments de doctrine, ils vont commencer à essayer de conseiller les décideurs publics locaux, nationaux, jusqu'à ce qu'ils disparaissent, puisque le Conseil national de soutien à la parentalité est un peu mort silencieusement par défaut d'utilisation, on pourrait dire. Mais ça ne veut pas dire que la politique en question ne continue pas. Donc il y a beaucoup de rapports qui vont être mis, rapport au Haut Conseil de la famille, rapport de l'INSERM, qui a fait beaucoup de bruit. Vous vous souvenez de l'affaire, évidemment, de ce rapport demandé par Sarkozy, qui demandait à ce qu'on sache un peu ce que les savoirs établissaient comme évidence sur les désordres qui pouvaient être générés par des enfants qu'on aurait identifiés très tôt comme perturbateurs. Et il y a eu du coup une réaction des milieux professionnels, disons, et notamment une pétition qui s'appelle Pas de zéro de conduite, qui consistait à dire avant 3 ans, foutez-leur la paix, il n'est pas question quand même d'identifier à la maternelle les futurs délinquants de demain, parce que sinon on est vraiment mal pris. Mais sauf que ce rapport, qui ne disait pas exactement ça, mais véritablement rend compte d'un très gros gisement de travaux sur lesquels on estime qu'il y a des évidences sur le caractère prévisible de l'évolution d'un certain nombre de petits pour ce qu'ils vont devenir comme adolescents, comme jeunes, voire comme adultes. Donc il y a quelque chose de cet ordre qui, de toute façon, continue de gronder derrière l'evidence-based policy autour et à propos de la prévention de ces comportements dits à risque. Bon, je passe parce que c'est trop long. Du coup, le soutien à la parentalité a des mesures, vous le verrez si vous voulez regarder ce rapport, un certain nombre de dispositifs, ils n'ont pas exactement les mêmes noms en Angleterre, en France, aux Pays-Bas, en Suède, mais partout il y a de ces dispositifs. Une des distinctions, c'est précisément le fait qu'en France, le milieu ou les milieux professionnels résistent à l'evidence-based, donc à ces programmes qui sont des produits marchandisés. Ces programmes sont des programmes d'intervention en direction des parents qui ont été fondés sur des enquêtes, un peu comme des traitements, si vous voulez, comme on le fait avec les traitements pharmaceutiques. Vous avez des interventions, elles sont parfaitement calibrées, vous les appliquez à un groupe de parents qui ont été sélectionnés. Vous avez des groupes contrôle qui sont appariés à ces groupes de parents et vous voyez si le programme produit des effets, les effets attendus ou des effets inattendus. Et en l'appliquant sur des grands nombres, on fonde empiriquement par des preuves l'opérationnalité de ces programmes. Ces programmes, après, obtiennent au fond un label, ou plutôt une marque, et ils deviennent des produits que l'on vend à des collectivités et qui peuvent voyager de par le monde. Il y en a toute une série, des Américains, des Australiens, des Anglais, etc. Un qui est très célèbre, c'est Triple P, les 3 P, pour Positive Parenting Programme. Ce modèle déposé se vend à l'échelle de la planète. Ce sont des kits de formation pour les professionnels, ce sont des boîtes à outils avec des interventions individuelles, collectives, familiales, etc. Tout ça est parfaitement calibré et évidemment, ça coûte fort cher si vous estimez que le programme que vous voulez appliquer dans toutes vos collectivités locales, ce sera Triple P. Et Triple P a été vendu, par exemple, aux Pays-Bas, à la plupart des municipalités. Donc évidemment, c'est un formidable marché. C'est né dans un labo de psycho en Australie et vous pouvez trouver d'ailleurs son nom, sur ResearchGate, il a sa page, et vous verrez l'incroyable gisement de production d'articles avec des controverses formidables sur le fait que l'évidence, la preuve sur laquelle est fondé évidemment ce programme, donne lieu à des controverses extrêmement vives. Ça n'est pas évidemment à prendre tout à fait pour argent comptant. Ça discute assez fort et il y a même beaucoup de luttes sur ce plan. Donc voilà ce que je peux vous dire.
Il y aurait bien sûr pas mal d'autres choses qu'on pourrait raconter, mais vous le trouverez dans ce rapport. Simplement peut-être essayer de se faire une idée de ce champ de lutte. Ce que l'on essaye de montrer dans ces travaux, c'est qu'on a affaire à des politiques qui évidemment sont, comme celles que tu as évoquées, Gilda, des champs de lutte idéologiques. Et qu'il y a en quelque sorte des poches dans lesquelles on puise les idées qui sont autant de mots-clés, de modes d'approche, d'arguments qui sont susceptibles de se répercuter. Alors vous avez la poche, en effet, autour et à propos des droits des enfants, y compris avec les idéologues des droits des enfants, hein, qui fonctionnent exactement comme des vendeurs d'idées et d'idéologies. Donc il y a la promotion et la reconnaissance des droits propres, il y a l'idée de remplacer l'autorité parentale par la responsabilité parentale dans le monde anglo-saxon, la notion de responsabilité parentale qui n'existe pas véritablement en droit français est dominante. Hein. Les parents sont responsables, de quoi sont-ils responsables? En quoi cette responsabilité peut d'ailleurs être une responsabilité civile et pénale, etc. Tout ça évidemment est fortement documenté. Vous avez la poche intégration sociale, société civile, qui est une poche à idées très importante en France, parce qu'en réalité, c'est d'abord dans le monde associatif qu'est née l'idée d'accompagner les parents. Enfin, ce sont des initiatives locales, ce sont des petits trucs qui se font dans plein d'endroits de France et de Navarre, et qui, vous trouvez des équivalents dans d'autres pays, sont vraiment des systèmes tout à fait bottom-up. C'est-à-dire, on prend des initiatives, on crée des réponses, on organise et on répond mutuellement sur le mode justement de l'intervention communautaire, voire même ils adoptent cette logique de l'empowerment qui est assez individualisant pour ce qui est du communautaire, mais enfin ce sont des mots qu'ils utilisent. Et donc on est là dans une logique, les parents s'auto-organisent pour réfléchir à leurs fonctions. Et évidemment, ils le font avec une perspective qui, à mon avis, est très utile, qui est celle de la vision générationnelle. Les parents d'aujourd'hui ne sont pas les parents d'hier, ne seront pas les parents de demain. Nous ne serons pas le modèle exact de nos propres parents, puisque précisément, une partie de la raison de se mobiliser, c'est de ne pas faire comme ils ont fait avec moi. Donc il y a là quelque chose d'intéressant. Vous avez toute la poche, exclusion sociale, pauvreté, parenting déficit, contrôle des pratiques, ciblage des mauvais parents, rééducation comportementale, punition, sanctions, etc. Et tout ça, évidemment, est une poche à idées très en vogue à certains moments de l'histoire de la construction de ces politiques. Vous avez la poche santé publique. Elles ne sont pas évidemment indépendantes les unes des autres, elles sont poreuses, mais derrière les politiques de prévention, d'éducation et de promotion de la santé, et depuis qu'il y a la protection maternelle et infantile, que ce soit en France ou ailleurs, en Allemagne on a l'équivalent, vous avez en termes de santé publique, et aujourd'hui c'est particulièrement fort, c'est un des principaux relais du travail de construction des politiques de soutien des parents, ça vient des acteurs de santé publique. Donc c'est le mot-clé santé des enfants qui est le mot-clé. Et puis vous avez l'influence des neurosciences. Alors aujourd'hui, c'est l'explosion, c'est-à-dire vous avez le réveil de ce qui a été vendu par un certain nombre de politiques qui ont fait usage des travaux des neurosciences pour dire par exemple que vous avez une fenêtre d'opportunité pour réussir tout avec votre gamin, mais c'est entre 0 et 3 ans. Si vous ratez cette première phase, on est un peu navré de vous dire, enfin le gamin il ne va pas être terrible et il est probablement possible que ce ne sera pas récupérable. Hein. Donc voilà, cette thèse des 3 premières années a donné lieu à un bouquin excellent de quelqu'un qui est devenu un directeur d'une énorme fondation de recherche en neurosciences aux États-Unis, Breuer. Breuer a écrit un bouquin justement sur le mythe des 3 premières années parce qu'il était gavé de cet usage des travaux neuroscientifiques par les acteurs politiques qui ont réussi à faire peur, il n'y a pas d'autre mot, faire peur aux parents en montrant, y compris des images de cerveau, hein, avec l'enfant maltraité et l'enfant qui a été bien socialisé. Et là, ça se voit en termes de taille, avec des images de trous noirs, tu sais, dans les images de cerveau, en disant, oh là là, mais regardez les dégâts, quoi. C'est ça. Et si vous ne faites pas ce qu'il faut dès le début, c'est foutu. Bon, donc là, c'est plutôt tout ce qui est Adverse Childhood Experience. Allez voir sur Internet, Adverse Childhood Experience. Ça, je ne peux pas aller plus loin, on m'interdit. Donc, j'arrête. De toute
façon, après, si vous voulez, je pourrais transmettre. Ça, c'est dommage que je ne puisse pas vous parler de Furedi, mais... mais c'est un auteur qu'on a voulu inviter et qui suscite énormément de controverses. Bon, il ne sera pas dans notre séminaire général, mais ça vaudrait la peine de l'entendre un jour. Merci. Merci.